Le temps est venu de tirer donc les conclusions un peu de ces premiers travaux de cette journée. Donc, je remercie Delphine Pagès El Karoui, François-Joseph Roudjou de nous avoir rejoints. Je ne sais pas si Stéphanie Salaha est ici. Elle Non, est en train d'essayer de se d'accord. connecter. Elle a un petit Très bien. problème de connexion. Alors, peut-être avant de laisser la parole donc, à cette dernière, disons, table ronde conclusive, je voudrais simplement peut-être revenir sur quelques points que nous avons évoqués donc, tout au long de cette journée. Et toutes ces suggestions, toutes ces pistes qui ont été ouvertes par les uns et par les autres. Donc, dans cette première table ronde, la première table ronde que nous avons eue ce matin, donc avec des collègues de différents centres européens à Istanbul, à Amman, à Beyrouth, nous a permis de réfléchir à la fois à ces évolutions qui ont touché tous ces centres à l'étranger. C'était quelque chose de très frappant ce matin, de voir au-delà des grandes différences d'organisation de ces réseaux de centres à l'étranger, réseaux allemands, anglais, suédois, français, de voir dans la façon dont les différents intervenants présentaient leur vision de ce qui a marqué l'évolution de ces centres au cours des 2 dernières décennies, que tous, en fait, mettaient en avant les changements induits par le développement de la recherche sur projet, la façon dont, dans le contexte de centres qui se trouvent donc situés à l'étranger, avec des relations plus ou moins étroites avec la diplomatie de leur pays, cette question de la liberté scientifique, la liberté de pouvoir déterminer quels sont les sujets les plus pertinents dans le contexte local où on se trouve questionnée par le développement de cette recherche sur projet et par ce pilotage perçu comme un pilotage d'en haut. Donc, c'était assez frappant de voir cette impression convergente et en même temps cette interrogation sur la capacité à aller au-delà de simples coopérations locales entre ces instituts, alors qu'ils sont très densément rassemblés dans quelques villes du Moyen-Orient, à Istanbul, au Caire, dans une moindre mesure à Jérusalem ou Beyrouth, et où peuvent se développer des vraies coopérations locales sur la longue durée, mais avec quand même également peut-être un potentiel important de fédération, notamment au niveau européen, entre ces différents centres et qui resterait encore à organiser. Alors, plus largement, de cette première table ronde et également de la deuxième table ronde donc, qui portait sur les coopérations interumifres, sont également ressortis à plusieurs reprises cette question de la formalisation des partenariats qui apparaît comme à la fois une difficulté, alors que rencontrent de manière générale tous ces centres à l'étranger, mais également peut-être de façon encore plus forte les centres français, en raison du turnover important des chercheurs, des directeurs. C'est quand même une différence assez frappante par rapport aux autres réseaux de centres à l'étranger qui ont souvent des directions qui restent beaucoup plus longtemps en place. Et donc, cette question qui se pose, et qui est une question à la fois, je dirais, relevant de la communauté des chercheurs dans son ensemble et puis également des tutelles, qui est celle de de quels outils dispose-t-on aujourd'hui pour formaliser, ancrer dans la durée des partenariats à de multiples échelles, des partenariats avec des instituts de recherche locaux, avec des centres de recherche en Europe, avec des universités, avec des organismes de recherche, donc des institutions statuts différents. Et en particulier, cette question des partenariats entre centres de recherche et universités, avec l'enjeu de la formation, de comment structurer des formations à l'étranger, question de la formation qui est revenue dans la dernière table ronde autour des enjeux de traduction des sciences humaines et sociales, mais comment structurer cette formation. Et là, donc, il me semble qu'on a encore un travail important devant nous, qui est donc de pouvoir affiner cette conscience et cette maîtrise de ces différents partenariats entre centres de recherche, universités locales, régionales et internationales. Également est ressorti donc
une question intéressante dans la deuxième table ronde, qui est celle de cette frilosité, disons, scientifique, hein, que l'on a peut-être particulièrement en France autour du comparatisme, cette difficulté qu'il a fallu surmonter. C'est ce qu'évoquait notamment Laurent Bonnefoy à propos du séminaire SOCOSMA, cette difficulté qu'il a fallu surmonter de mettre ensemble des centres de différents pays qui vont donc élaborer ensemble des réflexions communes autour des réactions des sociétés donc du monde arabe au Covid. Et de façon générale, donc cette difficulté que l'on a encore à développer des comparatismes, disons, géographiques dans toute une série de champs des sciences humaines et sociales, alors même que les approches peut-être interdisciplinaires ou les confrontations entre disciplines sont des choses auxquelles on n'est plus habitué, mais d'un point de vue géographique, il y a encore peut-être du chemin à faire, et il me semble que c'était également un résultat intéressant de cette deuxième table ronde. Alors, quant à la troisième table ronde que nous venons d'achever, elle nous a permis donc d'envisager toute une série de pistes aussi très intéressantes, et là plutôt du côté de la mutualisation. Comment, face à une question qui est une question cruciale, hein, celle de la circulation des savoirs entre les différentes langues, et de savoirs qui sont pointus, qui sont spécialisés, qui sont ces savoirs de sciences humaines et sociales, inscrits dans des contextes à chaque fois particuliers. Donc, comment faciliter la circulation de ces savoirs? Et donc, c'est en particulier Franck Mermier, hein, qui a fait toute une série de suggestions autour donc incluant notamment, j'ai retenu la coopération entre éditeurs privés et partenaires publics, pour permettre aussi peut-être un équilibre en termes d'économie du livre, hein. Également l'importance de peut-être fédérer les UMIFRE sur une base régionale autour de ce chantier de la traduction. Alors, il faut dire qu'on a dans la zone qui nous intéresse donc des grandes zones linguistiques distinctes, et notamment toute cette zone arabe qui est couverte aujourd'hui par plusieurs instituts, et qui pourrait peut-être, dans ce travail autour de la traduction scientifique, trouver un champ pour disons, constituer un ensemble de ressources, peut-être un pôle mutualisé, aidant donc chacun à développer d'une façon peut-être plus structurée qu'aujourd'hui ces efforts de traduction dans les deux sens. Donc, c'est autour de ces trois perspectives, hein, la perspective du développement de cette recherche donc croisée, comparatiste, vers laquelle il faut peut-être encourager aussi les jeunes chercheurs à se diriger. La question des partenariats entre universités, organismes de recherche, partenariats locaux, régionaux, internationaux, et la question également de la mutualisation des efforts, que nous concluons cette journée, et que je me permets de vous laisser la parole en vous remerciant encore une fois donc d'avoir accepté de venir apporter la parole de vos différentes institutions à l'issue donc de cette journée de réflexion entre chercheurs. Alors, je vais peut-être donc commencer. Bonjour, Madame Salaha. Bonjour. Merci, désolée, j'ai un peu de mal à me connecter. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation, et merci de m'avoir donné cette opportunité de venir un petit peu présenter la voix du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères sur les UMIFRE et sur notre vision à nous de ce qu'est et les points forts de nos UMIFRE dans la région que vous couvrez, en fait. Donc, je vais essayer d'aller vite parce que je pense que tout le monde en a un peu marre de Zoom maintenant. Donc, je vais faire ça assez rapidement en 3 points. Puis, je vais revenir un petit peu sur vos conclusions parce que j'ai lu votre rapport avec intérêt pour réagir un petit peu sur les pistes de recommandations que vous aviez faites. Donc, je vais d'abord rappeler un petit peu en quoi les UMIFRE sont importants dans notre action diplomatique.
Puis, on m'a demandé de revenir un petit peu sur les différentes évolutions qui sont en cours en ce moment avec la réforme dont tout le monde parle sur l'organisation des UNIFRE, et puis un petit peu notre stratégie et un peu les priorités qu'on a, nous, de manière générale, mais aussi peut-être pour la zone que vous couvrez, parce qu'il y a des particularités quand même dans cette zone-là. Donc, je vais vous rappeler rapidement, évidemment, pour nous, les UNIFRE, c'est un outil d'influence très précieux, que beaucoup nous envient d'ailleurs. Je ne vous apprends rien, vous le savez bien, puisqu'on est un des seuls pays à avoir un dispositif de coopération dans le domaine des sciences humaines et sociales à l'étranger, qui est reconnu pour son excellence à la fois par nos partenaires et puis la communauté scientifique internationale. On a une production scientifique importante, avec plus de 1500 articles de revue, des ouvrages de chapitres, des ouvrages et des chapitres d'ouvrages, excusez-moi. Et puis, beaucoup de financement aussi, des projets ANR et des ERC, excusez-moi. Donc, on a un bilan très positif de l'action des UNIFRE. On y met des moyens importants pour le ministère des Affaires étrangères, même si je sais que ces moyens sont en recul, mais c'est une dynamique qui touche un peu tout nos outils d'intervention. Donc, on a 78 postes d'expatriés pour le MEAE et 5 millions d'euros en dotation, un peu plus de 5 millions. Pourquoi pour nous, les UNIFRE sont importantes et il faut le remettre, le placer dans l'action diplomatique pour nous, parce que d'abord, au premier chef, et je pense que ça, il faut le souligner, les UNIFRE sont un outil précieux pour nous de décryptage et de compréhension des sociétés. Les sociétés que vous couvrez sont complexes, il y a beaucoup de mouvements qui les traversent. 2011, les printemps arabes, je m'en souviens bien puisque j'étais en Égypte à ce moment-là, on a été tous un peu surpris, mais c'était des choses, il y avait des choses qui avaient déjà été un peu senties. Je pense aux travaux qui ont été faits sur les mouvements sociaux en Égypte avant, etc. Donc, je trouve que cette analyse et ce temps long qu'ont les UNIFRE, ça vient un petit peu, ça vient compléter complètement l'analyse diplomatique, et c'est un précieux outil pour nos diplomates en poste pour mieux comprendre en fait les pays dans lesquels ils se trouvent, parce que les relations intergouvernementales, c'est pas l'alpha et l'oméga des relations avec les pays. Donc je pense que dans ça, les UNIFRE sont très importantes, et on voit bien que c'est pour ça que c'est important qu'elles s'insèrent complètement dans l'équipe France, tout en étant très soucieux de maintenir l'indépendance de la recherche. C'est pas la discussion là, mais vraiment, je pense que cet échange nourri que j'ai pu voir en poste est très important pour nous et nous éclaire sur notre action diplomatique. Je vais aller sur un second point qui est important, c'est que ces UNIFRE et ces chercheurs ont des relations avec les sociétés civiles, que ce soit des sociétés civiles savantes ou pas seulement, qui nous aident beaucoup dans notre action diplomatique et qui nous donnent un autre éclairage. Donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment très important pour nous. Le deuxième outil, là, c'est plutôt en rayonnement et en influence, puisque c'est vrai qu'en s'insérant dans un paysage local avec des partenariats solides, souvent des partenariats anciens, on a des liens très forts qui sont créés et on forme des personnes, on forme des générations qui sont une vitrine de ce qu'est l'excellence française et de la formation à la française, et aussi qui nous permettent encore d'avoir des liens avec ces personnes, ces chercheurs et ces décideurs dans ces pays-là. Donc je pense qu'à ce titre-là aussi, c'est un outil qui nous est très utile. Enfin, je serai dans un deuxième temps. Ce qui est pour nous, ce qui est aussi important dans les axes, dans ce que fait les UNIFRE dans notre action diplomatique, il y a deux autres points. C'est les partenariats qui sont tissés et noués. Et puis le deuxième point, c'est il y a la valorisation des résultats de la recherche et la contribution à des débats publics et à des fois des débats qui n'existent pas dans les pays en fait. Et ça passe par le lien aussi avec les instituts français, les fonds d'Alembert et l'articulation entre tous ces différents outils. Dans votre zone, évidemment, c'est très important. C'est une zone qui est centrale pour nous, dans laquelle on a des relations diplomatiques très anciennes, et puis aussi des populations il y a une résonance entre les populations de ces zones-là et nos populations, avec des débats qui se retransmettent dans la boutique intérieure. Je pense à l'islamologie, qui est une thématique forte pour nous. Et puis, on a des instituts qui sont anciens. Je pense qu'il faut le souligner. Je pense à un des ancêtres de l'IFPO qui a été fondé en 1922, qui était l'Institut des études arabes de Damas. Donc, en fait, c'est vraiment une zone dans laquelle on a un ancrage très ancien et qui est vraiment stratégique pour nous. Alors, aujourd'hui, en termes de priorité, si je dois aller vite, pour les UNIFRE, pour nous, il y a des priorités un peu structurelles.
du type développement des partenariats. Et j'ai vu que c'était un des axes importants dont vous parliez et qui pour nous aussi est très important. Je reviendrai plus longuement après. Mais il y a aussi la meilleure articulation entre la recherche et puis l'énonciation d'une politique publique, par exemple. Ça fait partie des axes qu'on voudrait un petit peu développer. Sur le fond, il y a une thématique qu'on va suivre beaucoup cette année, c'est la thématique des libertés académiques, parce qu'on voit quand même des reculs un peu partout. Et pour nous, c'est important pour nous, c'est un axe de notre diplomatie qui est important, qui est porté ici au ministère des Affaires étrangères à un niveau politique. Donc, je pense que ce coup de projecteur qu'on a eu, parce que les UNIF nous ont fait remonter un certain nombre de choses, était très important. Il a été en tout cas très bien accueilli au ministère. Et on va poursuivre la réflexion pour essayer de décliner ça avec des propositions concrètes. Et puis, sur la zone que vous couvrez, évidemment, comme je l'ai déjà dit, l'islamologie, ça va être aussi une de nos priorités. Avec quelle place donner aux UNIF dans ce dispositif qu'on est en train d'esquisser en France avec l'Institut national d'islamologie. Quelle est la place qu'on pourra leur donner, les mobilités dans un sens, dans un autre, toute cette réflexion qui est en cours. Et là-dessus, on parle avec le MESRI et puis le CNRS aussi. Et puis évidemment, en contrepoids, et là je vous rejoins, c'est l'enseignement de la langue arabe aussi qui est très important et comment renforcer cet enseignement qui était un peu en perte de vitesse. Donc voilà, sur les évolutions et défis, donc là j'en suis dans ma deuxième partie. Donc je voulais revenir rapidement sur la réforme qui est en cours. En fait, je parlerai plutôt d'une adaptation parce qu'au début, on avait pour idée de faire une réforme très, très ambitieuse et puis finalement, ce n'est pas ça qui a été retenu au cours de nos différentes discussions avec les conseils scientifiques. Nous, on a deux axes qui expliquent un petit peu cette volonté de réforme. D'abord, c'était de renforcer le pilotage stratégique parce qu'on s'est rendu compte avec le CNRS et le MESRI qu'on passait beaucoup de temps lors des conseils scientifiques à faire du recrutement, mais qu'en fait, il n'y avait pas d'espace pour parler stratégie. Donc, on va essayer de ménager cet espace et de ne plus faire seulement du recrutement. C'est pour ça qu'on a accolé le mot maintenant à conseil scientifique et stratégique pour essayer de se dégager du temps et avoir un petit peu ce suivi. Donc ça, c'était le premier axe. Et ça, c'est pour rebondir là-dessus, c'est aussi pour nous permettre de défendre mieux en interne les UNIF, qui ne sont pas toujours très bien connus et pas toujours très bien perçus. Donc ça, c'est notre travail à nous. Mais ça c'est le corollaire de cette partie-là. Donc là, on a tout un travail qui se fait sur les conseils scientifiques. On a tout un travail qui va se faire aussi sur le règlement intérieur pour essayer d'uniformiser les procédures de recrutement, parce qu'il y a un peu de différence entre les conseils scientifiques et ce n'est pas forcément toujours satisfaisant. Donc ça, c'est un des objectifs et un des axes de notre réforme. Le deuxième, et je pense que là, on vous rejoint complètement, c'est le décloisonnement des disciplines et des aires géographiques. Là, on a vraiment ça à cœur. On a voulu faire quelque chose de très ambitieux là-dessus. On s'est heurté à une certaine résistance. Mais pour nous, il y a vraiment un intérêt à avoir des échanges entre toutes les UNIF parce qu'il y a des choses il y a des thématiques qui peuvent émerger et sur lesquelles c'est utile d'avoir cet œil un petit peu transversal. Et c'est pour ça qu'une des réformes aussi, ça sera la mise en place, l'officialisation et sur une base régulière de réunions inter-UNIF avec toutes les UNIF sur une thématique. Donc ça, c'était très important pour nous et on est en train de travailler avec les deux autres tutelles, le CNRS et le MESRI, pour déboucher sur un nouvel accord pour pouvoir mettre en place cette réforme le plus rapidement possible, en tout cas pour l'année prochaine. Cette année, on n'a pas pu le faire, donc on est toujours dans le fonctionnement ancien. Les défis, je pense qu'on peut parler du défi budgétaire. Bon, ça, c'est bien connu et en fait, là, on pousse beaucoup les UNIF à chercher des autres modes de financement. Ça, c'est un problème récurrent, on en parle toujours, mais en 2019, ils ont réussi à capter 5,6 millions de financement extérieur et de ressources propres. Donc, on les encourage à faire tout ça. Nous, ce qu'on est en train d'essayer de travailler, l'autre défi, c'est de faire des synergies plus fortes entre les UNIF. Donc, je vous ai parlé de cette réunion inter-UNIF. L'autre outil dont on dispose, c'est le cahier des UNIF, que vous devez aussi bien connaître, qui est un outil un petit peu pour savoir ce que tout le monde fait, en fait, et qui peut être un outil vraiment utile de mise en synergie. Je suis désolée, je dois me lever en même temps et aller chercher mon chargeur parce que je me rends compte qu'à force de faire des zooms, j'ai plus de batterie. Ah ben juste là, c'est bien. Donc voilà, il y a ce cahier des UNIF
Ensuite, il faut savoir qu'il y a quelques pôles aussi de nos UNIFRE qui sont un peu décloisonnés. On a des pôles un peu plus larges pour certains. Je pense au pôle Asie, par exemple, qui est important, qui regroupe des spécialistes de spécialités différentes. Et puis, je pense au pôle Triac, que certains connaissent ici, qui est un peu décloisonné ici parce qu'on a à la fois la Turquie, l'Iran, la Russie et puis l'Asie centrale. Donc, on trouve que c'est une bonne chose et nous, on aimerait encore pouvoir pousser ça plus loin. Donc voilà, il y a eu à la faveur de la Covid-19 aussi, il y a eu quelques initiatives qui ont permis de structurer un petit peu ces synergies. J'ai vu que vous avez une séance de travail sur l'Observatoire Socosma, ça en fait partie. On a eu aussi, il y a eu un cahier des UNIFRE sur la réponse et les impacts de la crise sanitaire. C'est aussi ce genre d'initiative qu'on cherche à pousser. On essaye aussi de développer des partenariats, enfin de pousser nos UNIFRE, enfin de les encourager à développer des partenariats avec d'autres instituts français de recherche ou avec des universités. Donc ça, il y a des exemples concrets auxquels j'ai pensé, mais que vous devez connaître. On a par exemple le réseau des études maghrébines entre les deux UNIFRE du Maghreb, le centre Jacques Berck et puis l'IRMC, et puis les écoles françaises, la Casa Velasquez et puis l'école de Rome, qui n'est pas encore on aimerait qu'elle soit un peu plus active, qui travaille sur les archives des fouilles archéologiques au Maghreb. En tout cas, il y a une volonté chez nous d'impulser quelque chose là-dessus. On a aussi, et ça je voulais aussi en parler, c'est pas dans votre zone, mais c'est un exemple intéressant, la maison franco-japonaise qui a un partenariat très poussé avec l'Institut Pasteur, par exemple. Ils ont travaillé sur des thématiques SHS et santé en commun. Donc voilà. Et puis pour faire là le maxi, après donc entre UNIFRE avec les instituts français, puis à un échelon au-dessus, évidemment, on est aussi favorable aux synergies possibles avec des centres de recherche étrangers. J'ai lu avec intérêt votre papier sur les différentes stratégies des pays sur la recherche et les centres de recherche. Nous, c'est un axe fort de notre diplomatie, notamment avec les Allemands, le rapprochement avec les Allemands. Il faut savoir qu'il y a quand même des instituts français, par exemple, qui sont binationaux, des instituts français franco-allemands. Donc là-dessus, nous, on est plutôt favorable à ce type de rapprochement. Il faut savoir que dans le réseau, il y a déjà des expériences qui existent, notamment avec le centre Marc Bloch. Alors, c'est assez logique parce que c'est un centre un peu binational, mais il travaille avec la Fondation Max Weber, par exemple, et ils travaillent avec l'Afrique. Donc, ça fait des triangulations quand même très intéressantes. Et ils sont venus, l'Institut Max Weber voulait notamment de l'expertise sur l'Afrique et sur le réchauffement climatique. Donc, c'est des spécialités qui existent au centre Marc Bloch. Donc, par exemple, là-dessus, on a des expériences réussies de travail, de synergie. Alors, en conclusion, rapidement, donc j'ai lu avec beaucoup d'intérêt les recommandations. Il y a plusieurs points de convergence en fait avec vos recommandations de notre point de vue. Sur l'amélioration de la coordination, des mutualisations, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est tout à fait d'accord. Nous-mêmes, au ministère des Affaires étrangères, le pôle SHS, dont je suis la chef, on a trois personnes qui sont dédiées pour les UNIFRE et qui essayent d'avoir un rôle un peu de coordination et d'impulsion. On a mis en place quelques éléments, quelques petits outils pour avoir un peu cette coordination, notamment, je pense, à la formation qu'on fait pour les directeurs du MIFRE et les chercheurs qui partent en poste, avec le CNRS, le MEE et le CNRS, et le guide du nouveau directeur des UNIFRE. On essaye aussi de leur expliquer l'insertion dans l'équipe France, parce que ce n'est pas toujours évident, c'est vrai. On a aussi le suivi, on a un suivi quand même presque quotidien, je dirais, de nos 3 rédacteurs sur les UNIFRE. En tout cas, ils sont toujours là pour les directeurs et pour répondre à leurs questions. On essaye aussi de donner une plus grande visibilité à ces directeurs et à ces UNIFRE, à nos collègues des autres directions du ministère. Donc, on organise des rencontres et aussi des réunions avec les directions politiques, mais aussi avec le CAPS, qui a un intérêt quand même dans le travail des UNIFRE important. Et puis voilà, et puis on essaye de fluidifier les échanges entre chercheurs et diplomates. Mais ça, c'est quelque chose qui est un travail au quotidien. Par ailleurs, on soutient la FMSH, puisqu'on lui donne une subvention chaque année pour la valorisation justement du travail des UNIFRE à travers le cahier des UNIFRE et le site internet des UNIFRE.
Donc là-dessus, on est tout à fait d'accord sur le fait de travailler à l'approfondissement, en tout cas des mutualisations et des synergies possibles pour donner une vraie impulsion. Sur le deuxième point, qui était le développement d'un programme de contrats postdoctoraux fléchés à destination des UNIFR, nous, évidemment, on peut pas être opposé à ce type de mesure. C'est une mesure, ce serait une bonne mesure, mais nous, on est toujours dans la contrainte de nos moyens, donc ça, c'est assez compliqué pour nous. Mais c'est vrai qu'on a un intérêt entre tutelles à discuter de la manière de mutualiser au mieux nos moyens, avec quand même une volonté d'avoir des viviers assez diversifiés quand même sur les UNIFR, voilà, des jeunes et des anciens chercheurs. Voilà. Et puis sur la structuration des programmes de recherche, enfin sur la structuration de programmes de recherche pluriannuels régionaux, bah là, bien sûr, on est évidemment plus très, très favorable. On a quelques success stories dans notre réseau des UNIFR que vous devez tout à fait connaître. Il y en a plusieurs avec le Centre Marc Bloch et le CEFRES à Prague qui ont répondu à pas mal d'appels à projets. Mais il y a aussi l'ERC Dream, où là, on a aussi une triangulation avec l'IRMC, le Centre Marc Bloch et puis cette ERC. Donc voilà. Voilà, moi, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je vous remercie encore pour votre papier qui était très intéressant et qui alimente notre réflexion aussi, qu'on a souvent et qu'on a avec aussi entre tutelles. Et je vous remercie encore une fois pour l'invitation. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je vais passer sans attendre la parole à François-Joseph Roudiou, donc directeur de l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS. Oui, merci beaucoup Eric. Donc, je suis moi aussi, comme Stéphanie Sahala, très heureux de participer en tant que directeur de l'INSHS du CNRS à la conclusion de cette première journée du 3e forum du groupement d'intérêt scientifique Moyen-Orient monde musulman. Et je vous remercie d'autant plus de votre aimable invitation qu'au début des années 2010, j'avais directement impulsé dans le droit fil de la politique générale du CNRS, la création de 3 groupements d'intérêt scientifique consacrés aux études aréales, avec l'appui en particulier de Catherine Mayer-Jaouen en ce qui concerne la création du GISMOB. Alors, je me rappelle qu'avec Catherine, nous nous étions retrouvés un jour de 2012 dans un café de la Porte de Gentilly pour en parler. Mais alors évidemment, maintenant, dans un café, ça serait vraiment tout à fait impensable, malheureusement. Alors, ce forum s'inscrit pleinement dans l'effort qui est fait par les organismes et par les universités, avec le soutien du MESRI et du MEAE, dont je salue les représentantes, donc Stéphanie Sahala et Delphine Pagès, pour favoriser l'internationalisation des recherches en sciences humaines et en sciences sociales. Mouvement dans lequel les GIS ont bien sûr un rôle essentiel à jouer. Et je voudrais donc remercier très vivement nos collègues Catherine Bastien-Ventura et Marielle Morin, qui a pris sa suite, pour les efforts qu'elles ont déployés pour faire le lien entre les différents GIS sur cette mission. Je veux remercier aussi la direction du GISMOB, Éric Vallée, Lise Massicard, Francesco Cabotti et Mercedes Volé, ainsi que la secrétaire générale historique du GIS, qui est Cyrielle Michino, qui est là depuis l'origine. Pour leur engagement constant, j'ai aussi une pensée très reconnaissante pour tous les collègues et toutes les collègues qui, dans les tables rondes de ces 3 journées de travail, donc celles d'aujourd'hui puis celles qui vont venir, dans les différentes instances du GIS, ainsi que dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, donnent du temps et de l'énergie pour que les collectifs de recherche, pour que les grands projets communs que nous avons puissent avancer. Alors, je ne manque jamais une occasion de rappeler que nous avons à l'INSHS du CNRS la certitude que non seulement les chercheurs et les chercheuses, mais aussi tous les personnels tournés vers les études aréales, et je pense là en particulier au personnel d'édition, au personnel des bibliothèques, par exemple, ont besoin d'un accompagnement spécifique. Ils et elles doivent articuler 3 compétences particulières, difficiles à acquérir en même temps: la maîtrise d'une ou de plusieurs langues de leur région d'études, des langues parfois rares, toujours ardues à apprendre. Nous avons parlé tout à l'heure de la formation et de la formation en langue en particulier, donc nous le savons. La pratique et la familiarité des terrains sur lesquels il et elle travaillent, qui là aussi ne peut s'acquérir que sur le temps long et grâce à des dispositifs d'expatriation dont les UMIFR, dont nous venons de parler à l'instant, sont une pierre angulaire. Et enfin, la maîtrise de une et de plusieurs disciplines des sciences humaines et sociales. Donc, un besoin d'un accompagnement spécifique. L'INSHS est donc engagé, je l'ai dit, dès le début des années 2010, à mener une politique ambitieuse en matière d'études aréales, non seulement par l'affectation de ressources,
par la création ou la restructuration d'unités de recherche en France, mais aussi par la mise en place d'actions de structuration à l'échelle nationale et par une politique d'affichage clair et constant de notre soutien. Et les GIS et les GDR en études aréales en ont été un des pivots. Et le fait que nous ayons à présent à l'INSHS une directrice adjointe scientifique, et Caroline Baudelec, qui est en charge du suivi de ces réseaux, et en particulier des GIS et GDR d'études aréales, en dit bien l'importance. La clarté et la constance ne sont pas forcément les qualités les plus répandues quand il est question de définir une stratégie en matière de recherche dans un établissement. Tant la tentation est grande, au fond, de soutenir tout le monde, et tant les demandes sont abondantes et très justifiées. Mais je crois que vous m'accorderez aisément qu'en matière d'études aréales, l'INSHS n'a jamais manqué de clarté et de constance. Ce qui signifie, et là aussi il faut le dire directement, que dans un contexte de ressources toujours contraintes, bien qu'en accroissement modéré, mais en accroissement, en 2021, eh bien, d'autres communautés scientifiques ne peuvent recevoir le même appui et elles ne manquent pas de nous le faire savoir. Soutenir les recherches en études aréales est d'autant plus important qu'une de leurs grandes forces est la communication étroite qu'elles impliquent avec le tissu universitaire d'autres pays. Et dans les temps que nous traversons, renforcer ce lien avec les scientifiques du nord comme du sud de la Méditerranée, eh bien, me semble absolument essentiel. Et nous connaissons bien, et ça a été rappelé à l'instant, le rôle que jouent en ce sens les unités mixtes Institut français de recherche à l'étranger que le CNRS gère en lien étroit avec la Direction générale de la mondialisation du MEAE et avec le MESRI. Les groupements d'intérêt scientifique en études aréales, MOM, études africaines, Asie et aussi Institut des Amériques, qui réunissent le CNRS, les organismes de recherche et les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, ont, comme je l'ai rappelé, parmi leurs missions de participer à la structuration de leur champ thématique. Et ils l'ont magnifiquement fait dès le milieu des années 2010 par le biais de livres blancs qui ont parfaitement mis en évidence à la fois le dynamisme puissant des communautés scientifiques qui en relèvent, mais aussi les points sur lesquels devait se porter l'attention des gouvernances, des organismes, des universités et du MESRI. Il est tout à fait remarquable que le GISMOM ait poursuivi son effort d'analyse à travers des états des lieux et des prospectives qui ont fourni la matière dont vous avez discuté aujourd'hui dans les tables rondes qui vous ont réunis. L'étude sur les centres de recherche américains, européens au Maghreb, au Moyen-Orient, en Asie centrale, état des lieux et perspectives, abordée lors de la table ronde modérée par Olivier Bouin, est, je crois, particulièrement bienvenue pour nous aider à penser la relation de nos dispositifs de recherche à l'étranger avec le tissu académique national. Le GIS prépare aussi, vous en avez parlé à l'instant, un rapport sur la question de la traduction des SHS entre arabe, turc, persan et français, qui est un débat tout à fait fondamental et puis qui a l'avantage aussi de mettre enfin à distance le débat obsidional sur l'usage de l'anglais. Et je vous remercie aussi d'avoir consacré du temps à sans cesse renouveler les bilans et les perspectives de la recherche par grandes zones, qui sont absolument indispensables, et d'autant plus que ces renouvellements ont été menés à un moment où la crise sanitaire désorganisait considérablement nos enseignements et nos travaux. Je vous en suis donc particulièrement reconnaissant. En ce sens, le GISMOM et les grandes orientations que prend sa direction répondent parfaitement à la demande qui lui est faite par l'INSHS du CNRS, par ses partenaires et aussi par les ministères qui suivent ces dossiers. Le GIS continue par ailleurs, et Eric en parlait à l'instant, à accompagner les transformations des communautés. Par exemple, en réfléchissant sur l'impact du numérique sur nos pratiques de travail, nos pratiques de publication, ou encore, et cela a été dit aussi à l'instant, en facilitant le décloisonnement entre les aires, comme l'a montré votre deuxième table ronde modérée par Sylvie Demurger sur les initiatives inter-UMIFRE. Cette porosité entre les aires, cette transversalité entre les outils, ces dialogues entre les disciplines et les thématiques sont des enjeux essentiels pour que les études aréales ne soient pas des agrégats de communautés séparées, très soutenues, ultra compétentes, mais refermées sur elles-mêmes. Et je remercie vraiment le GIS, je remercie l'ensemble des GIS de tous leurs efforts en ce sens, car les tutelles, l'ensemble des tutelles qui ont la responsabilité, mais aussi la capacité de construire une vision stratégique dans l'intérêt des communautés, vous demandent d'aller dans ce sens. Dès le départ, il était clair qu'un des rôles d'un GIS était de faire réfléchir ensemble les membres d'un champ scientifique au devenir de la communauté, ainsi qu'aux messages clés qui doivent être envoyés vers les tutelles locales et nationales, en particulier en ce qui concerne la préservation et le développement du potentiel de recherche de la France dans leur domaine et donc dans votre domaine.
Nous le savons, les études que couvre le GIS Moyen-Orient, monde musulman, restent confrontées à 2 défis. Organiser la relève des générations dans un contexte de compétition internationale exacerbée, mais aussi préserver et augmenter la puissance et la diversité thématique, disciplinaire et aréale des recherches dans le contexte d'une profonde réorganisation, j'y reviendrai, du paysage de la recherche et de l'enseignement supérieur en France. Par les ouvrages qu'il a produits, par les actions qu'il a menées, par la crédibilité qu'il a acquise, le GISMOM a pleinement joué ce rôle de conseil auprès des pouvoirs publics, en particulier dans les réflexions qui, depuis quelques mois, s'accélèrent autour de la structuration de l'islamologie en France. Depuis le milieu des années 2010, le GIS avait alerté avec vigueur sur le décrochage de la France dans ce domaine. Et il me suffit de citer ici le livre blanc des études françaises sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans que vous avez fait paraître en 2014, qui disait page 9, plus grave encore, l'islamologie française, c'est-à-dire l'étude de l'islam comme religion et système de pensée, est menacée de disparaître quand elle prospère partout ailleurs dans le monde. Et les efforts que vous avez déployés trouvent, je crois, en ce moment une très belle concrétisation. Ce rôle est d'autant plus important que le GISMOM et les collègues qui le composent prennent en charge l'étude de régions du monde et de thématiques de sciences humaines et de sciences sociales qui sont souvent difficiles à étudier, mais dont nous voyons l'importance vitale, non seulement pour l'avancée de la connaissance scientifique en général, mais aussi pour notre pays. Et il est donc difficile de ne pas regretter profondément ici les polémiques qui se développent depuis quelques semaines dans l'espace médiatique, sur les réseaux sociaux, et qui finissent par entraîner même depuis quelques jours une interrogation générale sur le rôle des sciences humaines et des sciences sociales dans la cité. Je voudrais rappeler qu'une des principales évolutions des dernières années au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche en France a été justement l'insertion grandissante des sciences humaines et des sciences sociales dans l'ensemble des dispositifs scientifiques et académiques. Pour ne prendre qu'un exemple, l'approche interdisciplinaire qui se pose à notre monde, comme le changement climatique, la transition énergétique ou encore les inégalités éducatives, qui est une chose que les régions sur lesquelles vous travaillez connaissent bien malheureusement, a fait prendre conscience de la centralité des sciences humaines et des sciences sociales pour les étudier, pour les comprendre et pour permettre qu'à la fin du processus de production des connaissances, eh bien, ces dernières puissent être utiles à la société. C'est pour cette même raison qu'une large place a été faite dans les appels à projets qui ont été lancés sur la crise sanitaire que nous traversons aux études de sciences sociales. Sous un autre angle, un grand projet comme le campus Condorcet, auquel certains et certaines d'entre vous sont liés par leurs établissements ou par leurs unités, exprime cette ambition majeure qui est celle du MESRI, qui est celle de l'État, qui est celle de notre pays pour ces sciences humaines et ces sciences sociales. Les polémiques auxquelles nous assistons et dont certaines impliquent, par des biais divers, les études sur l'islam, nous entraînent malheureusement dans une toute autre direction. Elles sont d'une grande violence pour les personnes, pour les laboratoires qui y sont mêlés, et au-delà pour les sciences humaines et sociales en général, car leur légitimité même, ainsi que celle des institutions qui les portent, peut être parfois remise en cause, nous le voyons sur les réseaux sociaux, sciemment. Or, les différentes disciplines qui en relèvent se sont dotées depuis longtemps des outils et des méthodologies validés par leurs pairs qui permettent de mettre une distance objective entre le chercheur et son objet d'étude. Les principes de la reproductibilité de la recherche, les principes de la publication des résultats de recherche dans des supports soumis à évaluation s'appliquent aux sciences humaines et aux sciences sociales et à vos travaux en particulier, et elles en garantissent la scientificité. Les controverses actuelles ne doivent donc pas déboucher dans un triste mouvement de régression à la remise en cause de cette scientificité des sciences humaines et des sciences sociales qui serait alors amenée au rang d'opinion. Et d'autant moins que la recherche est une magnifique vocation, nous le savons, mais aussi un métier soumis à des règles de déontologie clairement établies et que respectent les chercheurs et les chercheuses des sciences humaines et sociales et que vous respectez naturellement. Pour conclure, la capacité du GISMOM à remplir ses différentes missions par rapport aux scientifiques, par rapport aux unités en France et à l'étranger, par rapport au pouvoir public, explique sa réussite. Le CNRS a été dans son rôle en créant et en soutenant le GIS, en compagnie des grandes écoles et des universités qui sont ses partenaires habituels dans ce type d'action. Et il continuera bien sûr à accompagner le GIS, mais j'espère très vivement que le GISMOM pourra bénéficier à l'avenir de moyens accrus
en particulier, comme ça a été dit déjà, pour développer ces programmes de contrats doctoraux et postdoctoraux, pour financer des programmes de recherche pluriannuels ambitieux. Et j'espère que tous les GIS qui sont entrés dans les années 2020, qui vont bientôt entrer dans leur deuxième, voire troisième, dans le cas de l'IDEA, décennie d'existence, eh bien, suivront bientôt le même chemin. Voilà, je vous remercie de votre attention. Très grand merci François-Joseph pour ce soutien renouvelé et je pense ces paroles fortes aussi que vous venez de dire, qui allaient bien au-delà du propos de cette journée, mais qui, je pense, sont présents dans toutes nos consciences et dans cette situation assez difficile que nos communautés de recherche traversent aujourd'hui. Donc, je vous remercie vraiment très, très sincèrement pour ces mots importants. Je passe pour terminer donc, la parole à Delphine Pagès-El-Karoui, qui représente ici le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, en particulier sa direction de la recherche qui nous apporte donc, depuis maintenant 2 ans un soutien important et qui a contribué notamment à ce travail d'étude qui a été mené par le GIS au cours de ces derniers mois. Et donc, j'en profite pour remercier donc, le ministère pour ce soutien. Merci, merci Eric, merci au GIS de me laisser cette occasion de clore la journée que vous venez d'organiser. Je voudrais donc évidemment commencer par m'excuser de ne pas avoir pu assister à l'ensemble de la journée. J'étais là ce matin, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, mais j'ai dû ensuite suivre d'autres réunions et notamment en lien avec l'islamologie, puisque comme mes 2 collègues l'ont rappelé du MEE et du CNRS, on est aujourd'hui très très occupé par cette question de l'islamologie et il est certain que les UMIFRE auront un rôle important à jouer dans le dispositif qui va être créé. Donc, merci au GISMOM. Encore une fois, alors je sais que tout le monde est très fatigué, donc je ne vais pas m'étendre trop longtemps, mais je voudrais vraiment très sincèrement, encore une fois, remercier le GISMOM, son équipe, les communautés qui l'animent pour la très grande qualité du travail qui est fait, ce travail de structuration qu'a très bien expliqué François-Joseph Roudiou, qui nous est, nous, très utile et qui fait aussi que nous sommes très satisfaits du financement que nous avons à 2 reprises accordé au GISMOM sur des questions assez diverses comme l'internationalisation des SHS, les humanités numériques ou encore justement l'islamologie. Et là encore, sur cette question-là, effectivement, le soutien du GISMOM a été totalement fondamental. Alors, je voudrais juste organiser ma contribution en 2 points très rapides. Un premier point pour vous rappeler, en fait, je sais que souvent le ministère apparaît comme quelque chose d'assez opaque, donc juste vous présenter un petit peu la feuille de route pour les SHS côté DGRI, donc le côté effectivement recherche, donc côté service, les services du ministère. On a eu un changement de direction au sein du secteur SHS. Il y a une nouvelle directrice qui est en place, qui s'appelle Magali Reguetzazit, qui est géographe. Elle est spécialiste de l'environnement, de la question des risques. Elle enseigne à l'ENS et elle a fixé pour les SHS une nouvelle feuille de route. Alors, je ne vous la détaillerai pas parce qu'il y a plusieurs points, mais en tout cas, je vais en lister quelques-uns qui sont directement liés aux UMIFRE, en tout cas où il peut y avoir des liens. Notamment, l'une des priorités de la DGRI pour les SHS, ça va être de redonner du temps aux enseignants-chercheurs, et cela par 2 biais, notamment le biais du renforcement des délégations CNRS, qui est là acté, et on pourra réfléchir aussi justement à peut-être comment est-ce qu'on pourrait flécher des délégations CNRS de façon directe vers les UMIFRE, puisque c'est aussi un moyen d'alimenter les mobilités vers les UMIFRE, et puis aussi l'augmentation des CRCT. Donc on est vraiment dans cette optique-là d'essayer de redonner du temps aux enseignants-chercheurs pour qu'ils puissent avoir le temps de mener leur recherche. On veut mettre l'accent aussi sur les humanités, et notamment et pas seulement les humanités numériques, et ça va se traduire à l'ANR par une ouverture beaucoup plus large des différents secteurs où on peut déposer des appels à projets. Donc là, il y a tout un travail, là aussi, de redéfinition et d'ouverture aux humanités.
on voudrait mettre l'accent aussi sur les jeunes chercheurs. Je crois que là, on s'accorde tous sur ce point qu'on a, en cette période difficile, besoin vraiment de soutenir les jeunes qui arrivent en les formant mieux, en leur offrant des débouchés. Donc, on est vraiment avec cette préoccupation en tête. Et puis, on a une troisième, encore deux préoccupations, la question de la valorisation. Et je pense que, évidemment, on est tous conscients de la situation très délicate des sécheresses aujourd'hui, mais que cette question de la valorisation, elle est aussi fondamentale et qu'on a encore des progrès à faire en termes de transfert de connaissances, en termes d'expertise, en termes d'interaction avec le monde politique. Et je pense que là, il y a vraiment une réflexion à mener là-dessus, sur tout ce versant aval des SHS et de leur valorisation. Et évidemment, dernier point qui est important pour nous, c'est l'internationalisation. Et par internationalisation, on entend plusieurs choses. On entend évidemment le soutien à des mobilités à la fois entrantes et sortantes. On entend aussi l'aide à la publication dans des revues internationales. Alors évidemment, c'est souvent en anglais, mais pas seulement. Donc il y a aussi cette question effectivement sur la question des langues. On entend aussi, troisième point, la participation des chercheurs aux appels internationaux, évidemment notamment aux appels européens. Quatrième point, on entend aussi réfléchir à la façon d'aider au développement de réseaux internationaux, de partenariats. Et là aussi, je rejoins tout à fait ce qui a été dit auparavant sur la nécessité de décloisonner les aires culturelles. Personnellement, je suis aussi chercheuse géographe sur le Maghreb et le Moyen-Orient, et depuis quelque temps, je travaille avec Singapour. Et voir le Moyen-Orient depuis Singapour et travailler des comparaisons entre Dubaï et Singapour, pour moi, m'ont beaucoup aidé à progresser dans mon cheminement scientifique et intellectuel. Et donc, je pense que les UMIF doivent aussi être porteurs de ces décloisonnements et effectivement de ce travail comparatif. Donc, vous voyez que les UMIF, elles sont à l'articulation de tous ces points qui sont pour nous fondamentaux. Évidemment, les UMIF ne sont pas le seul dispositif du MESRI. Il y en a d'autres. Il y a les écoles françaises à l'étranger, il y a des antennes IRD. Mais c'est vrai que c'est un des outils principaux. Et comme ça a été dit, on est en train aujourd'hui de réfléchir, on est à un moment charnière, puisque l'accord interministériel qui sert de cadre, en fait, entre le MEAE et le MESRI doit être signé là, dans les semaines, dans les mois qui viennent. Et donc, nous, ça nous a conduit au MESRI à très clairement réfléchir sur notre positionnement. Parce qu'on a un positionnement un petit peu particulier, à la fois dehors et à la fois dedans. Donc, on a pour objectif de clarifier ce positionnement, de savoir exactement comment positionner le MESRI par rapport et au CNRS et au MEAE. Et ce qui nous intéresse très clairement, c'est d'arriver à définir une stratégie. Et là, ça rejoint aussi complètement vos conclusions. On pense qu'il faut renforcer la vision stratégique sur les UMIFRE. Et à mon sens, ça ne peut passer que par une vision déjà un peu plus précise, un peu plus détaillée, globale des UMIFRE. Et pour l'instant, moi, je n'ai pas forcément cette vision globale, détaillée des UMIFRE. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on passe par un premier travail de bilan un peu exhaustif des UMIFRE. Et du coup, vous aviez posé la question liminaire dans votre rapport sur ce réseau est-il adapté aux enjeux scientifiques et académiques du début du XXe siècle. Moi, je pense que c'est effectivement la bonne question et que du coup, ça draine toute une autre série de questions. Alors, je vais en lister quelques-unes, mais évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur la question de l'implantation géographique, la question de la taille, parce que certaines sont de toutes petites unités. Est-ce que c'est possible de continuer comme ça ou pas? On voit aussi que certaines petites unités réussissent très bien malgré tout. Donc voilà, il faut qu'on réfléchisse à l'implantation géographique, à la taille, à la place des jeunes et à une des missions fondamentales qui est la formation à la recherche, la formation doctorale. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un élément très essentiel. Et puis ensuite, en tant que MESRI, je dirais, et comme encore une fois, c'est une de nos préoccupations, j'aimerais qu'on réfléchisse à la place des enseignants-chercheurs dans ce dispositif. Est-ce que les enseignants-chercheurs ont suffisamment leur place dans les UMIFRE? En fait, je ne sais pas parce que je n'ai pas de bilan, donc je ne peux pas vous dire. J'ai le sentiment juste qu'on a encore une marge de progression, que ces outils pourraient être encore plus appropriés par les enseignants-chercheurs. Il me semble que c'est encore un outil qui est assez mal connu. Donc, il faudrait peut-être qu'on s'interroge sur comment peut-être renforcer la communication, comment encourager davantage de candidatures, et ça ne peut passer que si on a une vision aussi très claire de dans quelle mesure c'est attractif ou pas pour les enseignants-chercheurs. Donc, il faut vraiment qu'on creuse toutes ces questions. La question des disciplines, là aussi, on sait que historiquement, on a quand même un réseau qui est très lié à l'archéologie, qui a évolué, mais certaines disciplines ne sont pas forcément représentées. Donc, quelle place faire à des disciplines plus marginales? Et puis, plus globalement,
Est-ce qu'on est là, et c'est pour l'instant c'est l'acception générale, hein, est-ce que c'est un dispositif qui est fait justement pour penser uniquement à partir d'études aréales, ou est-ce que ça pourrait s'ouvrir un petit peu? Mais en tout cas, si on reste sur cette définition des UMIFRE qui serait là pour travailler sur l'étude aréale, il me semble qu'on doit obligatoirement avoir cette vision dynamique, renouvelée des études aréales, et c'est comme ça qu'on pourra en faire des fers de lance de l'excellence de la recherche française. Alors après, il y a évidemment toutes ces questions qui ont déjà été évoquées de l'articulation. Comment on s'articule avec les partenaires locaux, avec les autres UMIFRE, avec les autres établissements. Donc là, il y a toute une série de réflexions à avoir sur le positionnement. Comment est-ce qu'on positionne cet outil, ce réseau par rapport à tout ce qui existe, à la fois en France, à l'étranger, etc. Donc là, vous avez déjà pas mal abordé cette question-là. Et puis, il me semble qu'il y a la question de la gouvernance. Hein, la question, ça a été abordé par Stéphanie Salah, la question de l'uniformisation des règlements scientifiques, des conseils scientifiques, les questions éthiques, de transparence, les questions de recrutement. Donc là, il y a toutes ces questions-là qui doivent être mises en place. Et il me semble qu'on pourrait réfléchir à des indicateurs de suivi qui nous permettraient d'avoir cette vision globale et qui nous permettraient ensuite de formuler une feuille de route pour quelques années. Et effectivement, ça passerait, ce qui a été dit tout à l'heure, par la définition de grandes priorités thématiques, sans pour autant, évidemment, restreindre la liberté des chercheurs, etc. Mais je pense qu'on a besoin quand même un peu plus de lisibilité. Et ça passe aussi, ça a été déjà dit, par renforcer le temps de discussion sur la stratégie, à la fois au niveau des conseils scientifiques ou des conseils scientifiques nouvelle mouture, et aussi au niveau du COS, puisque c'est aussi au niveau du COS qu'on doit penser ces orientations stratégiques. Donc, je continue un peu tous ces éléments qui mériteraient d'être encore en plus structurés, mais là, on en est un peu au début de la réflexion. Donc, comment renforcer ce rôle des universités, sachant qu'il y a quand même des freins, notamment pour envoyer les enseignants-chercheurs avec des questions d'indemnité de résidence, de statut, etc. Donc là aussi, on a besoin de votre aide pour penser ça et pour réfléchir aux solutions, pour renforcer ce rôle des universités. Et le recrutement des enseignants-chercheurs, j'en ai déjà parlé. Donc, comment est-ce qu'on soutient aussi ce décloisonnement des aires culturelles via des approches comparatives? Et comment est-ce qu'on fait des UMIFRE un fer de lance des études nouvelles, enfin des études aréales, mais nouvelle génération? Et puis, vous l'avez très bien dit aussi, comment est-ce qu'on peut mutualiser sur certains points comme l'aide à montage au projet, la valorisation? Et enfin, c'était tout à fait intéressant ce matin, et ça a été proposé à plusieurs reprises, comment est-ce qu'on peut renforcer la coopération européenne? Et là, évidemment, la réponse la plus évidente, c'est de commencer peut-être déjà par la coopération franco-allemande, et notamment, par exemple, avec la question de ces Merian Centers qui se créent dans certains lieux où il y a aussi des UMIFRE. Je pense par exemple à Tunis, pour rester sur la région Maghreb-Moyen-Orient. Alors, juste pour conclure, au milieu de ces réflexions, on essaye justement de voir comment est-ce qu'on pourrait soutenir les UMIFRE, et donc on est en train de réfléchir à des solutions pour soutenir financièrement les UMIFRE. Alors, il y a déjà le premier biais qui lui est acté et qui n'est pas seulement lié aux UMIFRE et qui est beaucoup plus général, qui est la question de délégation, mais là il faudrait peut-être qu'on réfléchisse avec le CNRS sur comment est-ce qu'on pourrait avoir une politique de fléchage de certaines de ces délégations sur les UMIFRE qui garantirait un volant de délégation annuelle donc fléché vers les UMIFRE. Et puis ensuite, peut-être, si on regarde un petit peu qui part, qui dépose, etc., on a l'impression que aussi, c'est souvent, il y a des questions, des déséquilibres en termes de genre, de génération, et si on caricature, c'est plutôt des hommes professeurs qui partent, parce que pour une jeune femme maître de conférence, c'est plus compliqué, ses mobilités sont plus compliquées. Donc réfléchir aussi à tous ces freins de la mobilité, et comment c'est que ces mobilités sont des accélérateurs de carrière, sont vraiment un des passages, pas forcément le seul, mais un des grands passages de l'internationalisation d'une carrière, réfléchir comment est-ce qu'on peut aussi lever ces freins pour une certaine catégorie d'enseignants-chercheurs. Alors, donc, nous, pour l'instant, on a deux pistes. On a ces délégations, et puis on a aussi effectivement voir si on ne pourrait pas soutenir des contrats de post-doc. Alors, évidemment, la question qu'on peut tout de suite nous rétorquer, c'est est-ce que c'est le meilleur moment avec le Covid de lancer ça? On peut aussi, évidemment, puisqu'on espère qu'on va arriver à en sortir un jour de ce cauchemar, voir ça comme quelque chose de progressif, une programmation pluriannuelle, et puis commencer
progressivement dans certains pays qui sont ouverts, et puis essayer de monter en puissance. Voilà, ça c'est vraiment une piste qui pour nous nous paraît tout à fait intéressante. Et puis enfin, juste, je vais conclure sur quelque chose qui me paraît une excellente nouvelle et qui est vraiment le fruit de cette collaboration qu'on a entamée depuis plusieurs années avec le GISMOM, qui est sur le fait qu'on… alors, j'ose jamais dire ça parce que c'est jamais… Enfin, tant que c'est pas écrit noir sur blanc, je n'ose pas. Mais enfin bon, je l'annonce quand même parce que c'est vrai que a priori, nous devrions totalement soutenir de façon beaucoup plus massive et de façon structurelle. Donc là, cette fois-ci, on sortirait de cette aide ponctuelle qui a été renouvelée 2 ans, mais là, ce qu'on appellerait dans notre jargon, on soclerait le financement. Et donc, on offrirait un financement beaucoup plus important du MESRI au GISMOM qui pourrait en fait l'aider à monter en puissance, à vraiment prendre l'envergure et qui serait vraiment qui lui demanderait aussi, enfin, avec plus de ressources humaines, qui lui permettrait d'être un peu plus à faciliter ce travail, cet investissement qui est pour nous extrêmement utile et je pense qui est très utile à la communauté des chercheurs qui travaillent sur le Maghreb et le Moyen-Orient. Donc, dans les jours qui viennent, normalement, ça devrait être complètement validé. Hein, et donc, je me réjouis de cette bonne nouvelle parce que c'est vrai que voilà, c'est le fruit d'une collaboration tout à fait fructueuse. Merci à vous. Merci. Alors, je pourrais me réjouir en tant que directeur du GIS de ces très bonnes nouvelles que vous venez de nous présenter. Je m'en réjouirai en tant que chercheur aussi, parce que je crois que le sens de ce qu'on fait dans cet objet institutionnel non identifié, qui est un GIS, c'est de pouvoir voilà, rassembler un peu des énergies, animer une discussion collective et peut-être pouvoir aussi s'effacer en tant qu'institution devant ceux qui sont les vrais acteurs de la recherche, qui sont les laboratoires, qui sont les universités, qui sont les départements et tout ce qu'ils peuvent nouer les uns avec les autres. Donc voilà, je crois que le soutien que vous souhaitez nous apporter est la marque aussi non seulement de la confiance que vous nous faites comme institution, mais aussi l'encouragement que vous faites à l'ensemble de la communauté des chercheurs qui travaillent sur cette zone. Et que c'est également une excellente incitation à revenir la semaine prochaine et la semaine suivante pour continuer nos échanges sur une base cette fois-ci régionale avec cette table ronde donc consacrée au Proche-Orient, Égypte, péninsule arabique mardi prochain, et puis ensuite Maghreb, monde turc et iranien le mardi suivant, où donc ces différentes questions que nous avons abordées aujourd'hui pourront être de nouveau traitées, mais avec donc cette fois-ci un point de vue qui sera un point de vue régional plus ancré, avec également en tête l'ensemble de ces différents points que donc vous nous avez annoncés. Ministère des Affaires étrangères, INSHS et ministère de l'enseignement supérieur, qui, je pense, voilà, vont nécessiter qu'on puisse également assez vite se mobiliser, non seulement au sein du conseil scientifique du GIS, mais également dans l'ensemble des laboratoires. Alors, c'est un peu comme, voilà, dans cette vieille tragédie, nous sommes partis assez nombreux ce matin. Nous arrivons un peu moins nombreux à 17h. Ça fait partie aussi de cette liberté qu'offre le format à distance. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui sont restés donc jusqu'au bout dans cette première journée du forum. Et rendez-vous donc à très bientôt. À bientôt. Merci. Merci à toutes et à tous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci. Au revoir, au revoir. Merci à tous. Au revoir. À mardi prochain.